I'll be back. Vous voyez, je suis revenu. Bon, j'ai quand même enlevé mon blouson parce que sinon je vais mourir de chaud durant la critique. D'ailleurs, il fait tellement chaud que je suis obligé de m'arroser comme une plante verte. Ah, de l'acide! Non, je déconne, hein. Mais bon, vous voyez le truc. Aujourd'hui, plein feu sur Terminator Genesis, la suite, le reboot, c'est tellement le bordel qu'on ne sait plus trop, de la célèbre franchise de James Cameron. La guerre des machines étant inévitable, John Connor envoie son père, Kyle Reese, dans le passé afin de sauver sa mère, Sarah Connor, du T-800, qui va la traquer. Seulement, la timeline a été modifiée, le passé a été totalement changé. Et la Sarah Connor qu'on connaît n'est plus, puisqu'elle connaît aujourd'hui l'existence des machines, l'existence de Skynet, du jugement dernier, de son fils sauveur de l'humanité, etc., etc. Et en fait, un T-800 lui a été envoyé quand elle n'avait que 9 ans, pour la protéger, et ensemble, ils ont pu préparer l'arrivée de Kyle. Et à l'arrivée de Kyle, ils vont devoir tous ensemble faire face à une nouvelle menace. Alors, c'est un bordel scénaristique, ce film. C'est un bordel, ça part dans tous les sens. Il y a des dates absolument partout, c'est... Mais c'est génial. C'est génial, c'est un très bon reboot ou suite, enfin, c'est tellement le souk qu'on ne sait même plus trop ce que c'est, parce que c'est vraiment un très très bon opus. Alors, c'est le début d'une nouvelle trilogie. Même si ce film-là fait un flop, apparemment les 2 suites ont été confirmées, donc ils veulent vraiment redonner vie à la franchise avec cette trilogie-là. Ils se sont basés totalement sur les 2 opus qu'avait fait James Cameron, les 2 soi-disant meilleurs. Moi, oui, c'est les meilleurs de toute façon. Personnellement, j'adore la franchise en règle générale, je n'ai absolument rien contre le 3 ou le 4, même Renaissance, je l'ai trouvé très bien. J'avais été un petit peu déçu quand même quand je l'avais vu au cinéma, mais je l'ai trouvé tout à fait correct, il y avait des trucs pas mal, intelligents, et au moins on voyait enfin ce qu'on attendait depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire John Connor contre les machines, enfin. Donc pour moi c'était quand même un bon opus, même si il a fait un flop total. Qu'en est-il de celui-ci? Alors, c'est très compliqué. En fait, l'enjeu principal dans ce genre de film, c'est-à-dire de voyage dans le temps, surtout avec 4 opus précédents, l'enjeu principal, ça va être de réussir à faire une cohérence scénaristique par rapport aux précédents volets. Retour vers le futur le faisait très très bien. Robert Zemeckis avait tout écrit, tout pointilleux, c'était absolument parfait, c'est ce qui faisait justement la force de la franchise. X-Men Days of Future Past, c'était le bordel, par exemple. Bryan Singer s'était vraiment pas pris la tête à comment Magneto récupère ses pouvoirs, comment le professeur X est encore vivant. On s'en branle, on pose nos personnages là, ils sont beaux, ils sont tout neufs, c'est parfait, on ne donne pas d'explication, tout va bien. Pourquoi j'ai été déçu de Days of Future Past et pas de Terminator Genesis? Tout simplement parce que dans Days of Future Past, les incohérences scénaristiques sont extrêmement visibles, justement parce que Bryan Singer ne s'était pas pris la tête. Et il avait fait un truc très simple, on donne pas d'explication, ils sont là, ils sont tout beaux, terminé. Dans Terminator Genesis, j'ai pas été déçu de ce film parce que il y a des incohérences scénaristiques, mais c'est tellement le bordel qu'on les voit même plus. C'est tellement le souk qu'il faut limite faire vraiment une analyse et regarder toute la franchise exhaustivement et bien suivre parce que c'est tellement le bordel qu'il y a plein d'incohérences scénaristiques, mais on les voit quasiment plus, quoi, parce que franchement, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Il y a des trucs qui sont pas nécessaires d'être présents. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'action que dans les 4 précédents opus. Le premier acte, ça s'arrête absolument jamais. C'est explosif, explosif, explosif. Et il y a des trucs qui n'ont pas lieu d'être, ou des trucs qui sont incompréhensibles. Des personnages qui sont inintéressants, du style le personnage joué par J.K. Simmons. Pourquoi avoir mis ce personnage? J'ai pas compris. Alors, soi-disant qu'il joue un flic que Kyle Reese est sauvé dans le premier opus. Seulement, je me rappelle pas du tout que Kyle ait sauvé un flic dans le premier, et même si c'est le cas,
c'était pas important dans ce film, c'était pas un truc hyper important, et là ils en ont fait quelque chose d'important. Ils ont mis un personnage central, et un personnage important et à la fois non important parce qu'il joue que 3 scènes. Donc il apparaît, enfin il disparaît aussi vite qu'il est venu en fait, ce personnage. Et il n'apporte absolument rien au scénario. J'ai pas compris c'était quoi le délire. Au début je me suis dit que c'était peut-être le Dr Silverman qui était présent dans les 3 premiers. Hein. Parce qu'en plus J.K. Simmons était un petit peu dégarni comme le Dr Silverman justement. Donc je me suis dit bon voilà ça doit être ça, un truc dans ce genre là. Non, pas du tout, c'est juste un flic que Kyle a sauvé dans le premier. C'était pas un truc important dans le premier, alors pourquoi en faire un personnage important et à la fois le virer au bout de 3 scènes, c'était ridicule. Ça servait à rien en fait, personnellement, c'était un petit personnage... C'est con parce que J.K. Simmons c'est quand même un bon acteur, donc le mettre dans un rôle pareil, c'est un petit peu décevant. Bref, je voulais revenir aussi sur déjà le fait que James Cameron a déclaré que c'était la vraie suite de Terminator. Alors, je pense qu'il a dit ça parce que ici, on retrouve, dans ce Terminator-là, on retrouve enfin l'ambiance des 2 premiers, de la franchise de James Cameron. Du style, il y a toute la fameuse scène d'intro du T-800, du tout premier, donc le Schwarzy jeune, est reprise ici. Elle est reprise par le réalisateur, donc Alan Taylor, plan par plan. C'est-à-dire qu'Alan Taylor s'est pas foulé à se dire on va reprendre cette scène, mais on va ajouter d'autres plans. Non, il a repris plan par plan ce qu'avait fait James Cameron à l'époque. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Oui et non. Oui, parce qu'on perd un peu de la créativité, de l'originalité, et que c'est juste du copier-coller sur le film d'origine. Et je dirais que non, parce que les plans qui ont été tournés avec Schwarzy à l'époque sont absolument magnifiques. Enfin, James Cameron, il l'avait très bien réalisé, c'était surtout qu'en plus Schwarzy, c'était un de ses premiers rôles à l'époque avec Conan. Il commençait à se faire tout doucement connaître, et il sortait un petit peu, il était encore culturiste à l'époque, ou en tout cas il sortait un petit peu de tout ça. Donc c'était quand même la belle bête, quoi. Et donc, les plans qui ont été faits par James Cameron étaient absolument magnifiques. Le très gros plan qui a sur sa tête comme ça, où il est tout sérieux, il tourne sur sa tête doucement, c'était absolument magnifique. En plus, Alan Taylor a repris exactement la même musique, ce fameux tam-tam là, assez grisant qui renforce un petit peu l'aspect thriller, l'aspect noir. Donc oui et non, oui, on perd un peu de la créativité, c'est clair, mais on garde quand même un petit peu de nostalgie, de revoir un petit peu ces plans, ça fait toujours plaisir. La reconstruction numérique de Schwarzy jeune est absolument magnifique. À mon avis, c'est le même style de reconstruction numérique qui a été utilisé pour Fast and Furious 7, je pense, avec Paul Walker. Mais voilà, donc c'était plutôt pas mal à voir visuellement. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a une reconstruction numérique qui est super bien faite. Par contre, il y a un truc horrible dans le film. Kyle Reese est en possession dans le futur, dans les scènes du futur, est en possession de la fameuse photo de Sarah Connor. La photo qui a été prise à la fin du premier, ou dans une station-service, je crois. Et cette photo, forcément, vu que Sarah Connor est jouée aujourd'hui par Emilia Clarke, ce n'est plus Linda Hamilton, on a mis Emilia Clarke sur cette photo. C'est moche. C'est horrible. Je sais pas comment ils se sont démerdés pour faire une photo aussi pas ressemblante à celle d'origine. Parce qu'on a Emilia Clarke, ok, mais la photo, le Polaroid, on dirait qu'il a été pris il y a seulement 10 minutes. C'est-à-dire que on est en 2029, le Polaroid il a été fait il y a 40 piges, et les couleurs sont vives, le truc qui est beau, le beau Polaroid, tout neuf. Non. Dans le premier ou dans le 2, il y avait quand même un aspect un petit peu brûlé sur le côté, c'était, voilà. La photo, elle était à moitié effacée, voilà, il y avait quelque chose de fait. Là, non. Je sais pas, ils ont fait un truc, une photo mi-effacée, mais en même temps avec des couleurs hyper vives, c'était moche. Personnellement, c'était horrible. Je voulais justement, en parlant de l'actrice Emilia Clarke, j'avais très hâte de la voir à l'écran parce que je ne la connais absolument pas, puisque je ne regarde pas Game of Thrones, je n'ai même pas regardé sa filmographie, donc je ne pense pas que je l'ai déjà vue dans un film, ça m'étonnerait. Je
me rappelle pas l'avoir déjà vue, donc je ne connais absolument pas cette actrice. C'était intéressant de la caster, pourquoi pas, pour le rôle. Parce que c'est pas une actrice très connue, à part Game of Thrones, je pense pas qu'elle ait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, je voulais revenir justement sur ce rôle de Sarah Connor. Elle interprète une Sarah Connor totalement différente de l'interprétation qu'avait fait Linda Hamilton à l'époque. Pourquoi? Bah parce que je l'ai dit, forcément la timeline a été modifiée, donc aujourd'hui c'est une Sarah Connor beaucoup plus forte. Elle ne ressemble même pas à la Sarah Connor du deuxième opus non plus, puisque il y a pas mal une bonne dose d'humour qui a été ajoutée dans cet épisode, qui est un peu lourdingue par moment, mais qui reste tout à fait potable. Il y a quand même des blagues assez marrantes, notamment sur le Schwarzy qui va pas arrêter de dire tu t'es accouplé avec Kyle Reese et elle qui dit non non je me suis pas accouplé, arrête de dire ça. Enfin bref, ce genre de petites blagues à la con. Et dans le premier, elle était totalement naïve, c'était la petite femme à protéger. Dans le deuxième, elle était totalement paranoïaque, limite elle voyait des Terminators partout. Et ici, c'est ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire que c'est une femme forte, mais en même temps, elle sort des blagues, elle est un petit peu légère, voilà. Donc c'est totalement différent de la Sarah Connor qu'on a connue. D'ailleurs, je crois que l'actrice a même déclaré que c'était plus inspiré du personnage qu'elle incarne dans Game of Thrones que de l'interprétation de Linda Hamilton, c'est vous dire. Mais sinon, elle joue correctement, j'ai rien à lui reprocher de spécial. Je voulais aussi revenir sur le... C'est un film qui est plus basé sur les relations entre les personnages, c'est-à-dire que on va avoir une forte relation déjà entre Kyle et Sarah, comme dans le premier, vous allez me dire, mais également entre John et Kyle. Alors, ce qui est amusant, il y a un truc d'ailleurs qui m'a fait un petit peu tiquer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Au tout début du film, on commence sur les scènes du futur. On voit John et Kyle qui discutent et qui sont super potes apparemment. Et à un moment donné, puisque Kyle est le bras droit de John, c'est son premier lieutenant, quoi, on va dire, à un moment donné, John lui dit « Tu es ma main droite, Kyle. » Ouais. Tu es ma main droite. Il pouvait pas dire tu es mon bras droit, parce que là, tu es ma main droite, bah vas-y que je t'astique le manche, papa, tout est normal. Personnellement, c'était un petit peu incestueux comme truc. Voilà, de dire ça, c'est... Voilà, si ça choque personne, je veux bien, pourquoi pas, mais... Moi, je trouve ça un petit peu bizarre, un petit peu glauque à entendre quand même, hein, mais bon. Bref, en règle générale, c'est pour moi un très bon début de trilogie, je trouve. Pour moi, on commence bien. Schwarzy a pris quand même un petit peu de l'âge, forcément, mais il n'est pas obsolète. Il est toujours d'actualité. Et ce que je voulais dire, c'est que au final, c'est un bon film, mais c'est vrai que c'est le bordel. Au niveau du scénario, c'est un gros souk. C'était une bonne idée de se dire on va prendre la timeline du 1, on va mettre John Connor en tant que méchant, puisque c'est le protagoniste, c'est le méchant du film, John Connor maintenant. Ce qui est un petit peu bizarre aussi, personnellement. C'était une bonne idée, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est John Connor, et en même temps, il lutte pour Skynet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication à ça. C'est-à-dire que on aurait pu lui mettre une explication en disant John est passé du côté de Skynet parce que il a réalisé que l'humanité était en train de se détruire et que pour sauver l'humanité, il faut que Skynet prenne le contrôle et la détruise. Le même principe qui a été fait dans Le jour où la Terre s'arrêta, par exemple. Ou dans Watchmen, à la fin de Watchmen, où le principe étant de tuer 100 000 personnes pour éviter d'en éliminer 100 millions. Voilà. On aurait pu penser qu'on avait un concept comme ça. Non. Ici, c'est juste le méchant cliché, le méchant classique, qui est toujours John, mais en même temps qui est une machine. J'ai pas compris le délire. Donc c'était un petit peu dommage d'en faire on aurait pu faire un développement de personnage un peu plus important, malheureusement.
Voilà. Des personnages mal développés, comme dans The Amazing Spider-Man 2, par exemple, avec le personnage d'Electro, qui était très très mal développé, personnellement. Parce qu'il devient méchant pour absolument que dalle, parce que c'est un méchant petit Calimero qui n'est vu par personne. Donc c'était très léger scénaristiquement de développer ce genre de personnage, et là c'est un petit peu pareil, malheureusement. Mais sinon, à part ce bordel scénaristique et ces clichés, le film est très très bien. Ça fait toujours plaisir à voir de voir plusieurs Terminators, de retrouver en plus Sarah, Kyle et John dans un même film. On a la famille réunie, donc c'était assez sympa. Donc voilà, surtout pour une franchise en plus qui pour moi a un concept totalement kitsch. Parce qu'il faut bien avouer que le concept de Terminator est totalement débile, au final. Si on le dit comme ça, un robot venu du futur est envoyé dans le passé afin d'éliminer la mère du futur leader de la résistance. Pendant ce temps-là, le leader de la résistance envoie un soldat dans le passé pour la protéger et pour coucher avec sa mère pour qu'il puisse exister. C'est complètement kitsch, c'est parce que c'est tombé dans les mains de James Cameron que ça a fonctionné. Personnellement, je comprends. Ça peut que être ça, parce que je comprends même pas comment James Cameron a réussi à vendre ça à des producteurs, quoi. À vendre ce script à des producteurs. Et finalement, on a une franchise super culte. Mais à mon avis, c'est grâce à James Cameron que ça a fonctionné. Grâce à un réalisateur aussi talentueux que lui, et un acteur tel que Schwarzy, qui était encore extrêmement balèze à l'époque. Mais bref, voilà, très bon opus, j'ai hâte de voir la suite, sachant qu'il y a une scène post-générique aussi qui n'annonce qui sert à rien parce que on comprend vraiment que dalle. Dans cette scène, elle dure à peine 10 secondes et ça n'apporte rien de plus à part de nous dire qu'il y aura une nouvelle menace, mais c'est tout. Donc voilà. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. I'll be back.